tous, bienvenue en live. Aujourd'hui, on va vous parler du droit d'exister quand on est hypersensible. Justement, sortir de ce sentiment d'infériorité qu'on peut ressentir. Et pour cela, on va accueillir aujourd'hui Julia Bouchinet. Alors, je vous laisse le petit lien de la professionnelle qui sera en live aujourd'hui avec nous. Hop, je l'épingle. Si l'épingle veut bien fonctionner, voilà. Voilà, ça fonctionne. C'est parti. Donc, bienvenue à tous. Vous êtes bien en direct sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net. Et aujourd'hui, donc, je donne la parole à notre thérapeute du jour qui sera Julia Bouchinet. Alors, Julia, je vais t'envoyer une invitation. Alors, hop. Cliquer directement sur ton pseudo et t'envoyer une invitation. C'est beaucoup plus simple. Alors, pour ceux qui me posent généralement la question, le live est enregistré. Vous pouvez donc le revoir autant de fois que vous voulez. Il sera dans les vidéos directement de la page psychologue.net. Donc, c'est pas grave, Jess, mais si tu peux pas écouter, tu pourras l'écouter directement, le visionner dans les vidéos de psychologue.net. Vous pouvez le revoir autant de fois que vous voulez, une fois que le live est passé, en fait. Et pareil, le live sera enregistré et monté en podcast pour ceux qui préfèrent aussi écouter tout simplement où ils sont. Julia, hésite vraiment pas à me mettre un commentaire, à me faire un petit coucou. Ça marche beaucoup plus facilement en cliquant sur ton pseudo. Sur YouTube. Non, on n'a rien sur YouTube au quotidien. Bonjour à tous. Julia, je le répète, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire directement, à me faire un petit coucou. Ça fonctionne beaucoup plus facilement. Et ça évite l'attente, tout simplement. Des fois, les demandes de connexion, elles ne fonctionnent pas directement. Ça y est, ça fonctionne. Bonjour Julia, bienvenue en live. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je t'entends très bien personnellement. On va voir dans la logique, ça devrait fonctionner Ok, rapidement. Je je vois qu'il y a vois, je vois qu'il y a des petites réponses en live, donc parfait. super, ouais. La team hypersensible est là, donc bienvenue Julia dans ce live. Tu as l'habitude, donc j'ai pas besoin de faire beaucoup d'explications. Je vais te demander de te présenter comme tout live, s'il te plaît. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Julia, je suis praticienne en psychothérapie, en PNL, en psychotraumatologie. Et j'ai deux spécialités que j'adore, c'est l'accompagnement de l'hypersensibilité et de l'assertivité. Donc c'est l'art de s'affirmer sans agressivité. Et donc ça fait maintenant plus de 4 ans que j'accompagne voilà, des personnes, donc surtout des femmes, mais aussi des hommes, des couples, donc en thérapie individuelle, de couple et de groupe. Actuellement plutôt en distanciel. Il y a des événements aussi en présentiel pour les personnes qui sont intéressées. D'accord, super. On va parler donc aujourd'hui du droit d'exister quand on est hypersensible et se sortir finalement de ce sentiment d'infériorité qui est assez présent chez les hypersensibles. Mais d'abord, on va commencer par savoir comment l'hypersensibilité, elle peut affecter d'abord l'estime de soi et la perception de sa propre valeur. Oui, alors du coup, pour commencer, je voulais juste proposer une petite définition de l'estime de soi. En fait, l'estime de soi, c'est la congruence entre l'image que l'on a de soi et l'image que l'on veut projeter en fait dans le monde. Donc ça, c'est très important parce que souvent, on fait l'amalgame entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et donc aujourd'hui, on va vraiment parler de la valeur que l'on s'octroie et qu'on a l'impression que les autres nous octroient aussi. Hmm. Juste pour démarrer, avant de répondre à ta question, Charlotte, j'aimerais bien juste que vous posiez pour que chacun soit un petit peu dans son centre et ancré sur cette définition de l'estime de soi. Juste un court exercice qui prendra que 1 minute.
Si vous vous posez et que vous fermez vos yeux et que vous vous dites, OK, moi, sur une échelle de 1 à 10, enfin de 0 à 10, à combien j'estime mon estime de moi-même? Est-ce que c'est plus 2, 3? Est-ce que c'est plus 5, 6, 7, 8? Peu importe. Et vous notez dans les commentaires à combien justement est votre estime de vous-même aujourd'hui, dans ce qui vous vient vraiment instinctivement. Juste comme ça, la première chose qui vous vient. Ensuite, du coup, pour répondre à cette question, Heu, donc en fonction de ce qui vous vient, l'idée ce serait de savoir comment est-ce que je peux mettre une petite action en place simplement pour augmenter cette estime de soi. Là, je vois du 4-5. L'idée ce serait d'aller plus vers 7-8-9. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès à présent, en fait, pour vous offrir une estime de vous-même plus développée? Ça peut être, par exemple, noter toutes vos qualités sur un papier, demander à votre entourage, ce qu'ils pensent de vous, vraiment, vous envoyer des compliments et du coup commencer à changer en fait l'histoire que vous racontez sur vous-même. Voilà, c'était juste un petit exercice pour vous recentrer, être sûr que vous êtes bien avec nous, là aujourd'hui. Ensuite, du coup, pour répondre à ta question, Charlotte, moi, j'aimerais parler de 3 axes. En Ouais. fait, pour introduire, ce que je souhaite rappeler, c'est que les hypersensibles sont des personnes qui ont souvent été dans des familles où l'expression de soi n'était pas encouragée, mais pour autant, il y avait un des parents qui souvent était dominant et prenait beaucoup de place. Donc, ce qui se passe, c'est que les, hypersensibles sont souvent caractérisés comme des personnes introverties, inhibées, voire même souvent, moi, ce que je peux voir autour de moi, ce sont des profils d'enfants soumis. Mm. Donc, ce qui se passe, c'est que, il y a eu de la souffrance concernant un parent qui a pris beaucoup de place, soit de par, son histoire, soit de par sa souffrance, soit de par la colère, enfin voilà, tout ce qui sortait au sein de la famille et donc, l'enfant, en fait, ne va pas vouloir ressembler à son parent et pour autant va se comparer à ce parent en se disant: «OK, les personnes qui ont de la valeur, c'est des gens qui prennent beaucoup de place, qui sont très à l'aise dans la société» et cetera. Donc ça affecte en fait l'estime de soi, dans le sens où quand on est hypersensible, souvent, on est considéré comme susceptible, on est considéré comme des personnes qui sont trop sensibles, qui prennent trop les choses à cœur. Mm. Donc cet aspect émotionnel est dévalorisé. Et donc plus on est sensible, moins c'est bien vécu et moins c'est bien perçu par la famille, et plus l'estime de soi va en être affectée. Ensuite, pour répondre à cette question, le deuxième point, c'est que l'hypersensible a souvent calqué, l'estime de soi et la confiance en soi sur le fait, comme je vous disais, de prendre beaucoup de place, mais surtout d'attirer l'attention, d'avoir beaucoup de monde autour de soi, d'être à l'aise, en groupe et cetera et donc le curseur, il est mal mis, en fait. Il est mis à un endroit où finalement c'est une évaluation partielle, parce qu'on ne sait pas vraiment si cette personne, elle a une belle estime de soi et comme les hypersensibles ont souvent dû, et même si ce n'était pas demandé, ont été dans tous les cas discrets et se sont adaptés à leur environnement familial pour ne pas rajouter de problématiques à leurs parents. Si par exemple il y avait déjà un frère ou une sœur qui posait problème, bah, l'hypersensible naturellement s'est dit, bah moi voilà, je me mets de côté, je me fais discrète, mais pour autant le besoin d'attention et le besoin d'amour, il est toujours là. Et Ouais. comme en fait ils n'ont pas forcément eu ce regard-là sur eux, ils ont l'impression que quelqu'un qui a toute l'attention sur lui ou sur elle, qui arrive à capter et qui arrive à susciter l'intérêt, va être quelqu'un qui a de l'estime et de la confiance. Donc forcément, le fait de se comparer va abîmer aussi l'estime. D'accord. Et le troisième point, c'est aussi que, ben, leurs besoins émotionnels aux hypersensibles n'ont pas souvent été pris en compte dans leur système familial et donc leur perception d'eux-mêmes dans ce contexte-là est un petit peu dévalorisée. D'accord. D'accord. Merci Julia déjà pour cette explication. Quelle stratégie concrète on peut mettre en place du coup pour sortir de ce sentiment d'infériorité? Oui. Alors du coup, je vous ai beaucoup parlé de comparaison. L'idée, ça va être de sortir de la comparaison, toujours en revenant à soi et en vraiment se rappelant que chacun, en fait, a son propre, a ses propres ressources, a son propre bagage, a sa propre unicité. Et ça va être important de sortir de cette comparaison parce que les hypersensibles ont vraiment tendance à se comparer et à fantasmer, voire idéaliser des profils de personnes à qui ils veulent ressembler en Mm. apparence, mais finalement, quand on creuse, pas vraiment. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce serait vraiment de changer ses croyances concernant l'hypersensibilité. Parce que l'hypersensibilité, voilà, les personnes hypersensibles souffrent
je suis trop sensible, je suis trop émotif, voilà, j'embête ma famille, je prends trop de temps, il vaudrait mieux que je ressemble aux autres, etc. Donc c'est vraiment changer ça, parce qu'à partir du moment où vous connaissez votre fonctionnement et vous savez comment vous adapter à votre fonctionnement pour être vraiment vous-même, il n'y aura Mhm. plus toutes ces comparaisons, parce que vous allez être vraiment tel que vous êtes, vous. Et c'est ça qui est beau et merveilleux, mais ça demande effectivement du travail. Le troisième point, c'est d'établir des limites saines, puisqu'apprendre à dire non sans culpabilité, c'est la base, et surtout parce que dire non, ce n'est pas égoïste, c'est vraiment un acte pour vous, de respect pour vous. Mais pour ça, voilà, il faut d'abord travailler l'estime de soi, parce que plus on pense que l'on est aimable, plus on peut dire non et poser ses limites de manière tout à fait saine. En dernier lieu, donc le quatrième point, c'est cultiver l'autocompassion. Donc accepter ses propres imperfections pour éviter d'être dans l'auto-jugement et créer un espace intérieur où on a le droit d'exister, on est sécure et on peut s'exprimer de manière totalement libre. En fait, vous avez le droit de vous exprimer à partir du moment où vous ne menacez ni votre intégrité ni celle des autres. Mais vous avez le droit de vous exprimer, de prendre votre place. Ouais. Merci. Merci Julia, c'est important de le rappeler. Alors justement, tu nous as pointé du doigt ce besoin de se comparer. Alors je sais pas si c'est un besoin, mais en tout cas voilà, tu disais que les hypersensibles se comparaient beaucoup. Alors pourquoi justement les hypersensibles, ils peuvent avoir cette tendance à se comparer négativement aux autres et comment on peut briser ce cycle? Mm. En fait, les hypersensibles sont très attentifs aux stimuli extérieurs et aux manières dont se passent les relations interpersonnelles. C'est-à-dire Ouais. que ce sont des enfants à la base qui ont eu l'habitude d'observer plutôt que d'agir. Donc il y a une très grande analyse, un très grand discernement, une très grande empathie. Et donc ils vont s'adapter vraiment tout le temps à l'autre. Et donc, pour sortir de ce cercle-là, la première des choses, c'est déjà de se comprendre. C'est-à-dire que si on subit ce mal-être, c'est terrible. C'est vraiment un endroit où vous observez toutes les interactions des autres. Vous avez l'impression d'être totalement extraterrestre et de ne pas réussir à être à l'aise, de vraiment toujours être exclu, humilié, rejeté, etc. Et donc, la première des choses, c'est de comprendre votre fonctionnement, de comprendre votre histoire de vie. Pour ça, l'idée, c'est de repenser, en fait, ce que ça signifie de prendre sa place. Moi, souvent, quand je discute avec des hypersensibles, les personnes me disent: «Beh, j'ai envie de ressembler à ça, voilà, être super à l'aise dans les groupes, prendre ma place, parler à tout le monde, être aimée, que ça bouge, voilà, pouvoir faire des trucs chez moi, inviter du monde et tout». Et quand je creuse un petit peu, donc OK, donc vous voulez ressembler à cette personne. Oui, pourquoi? Bah, parce qu'elle est hyper à l'aise, tout ce que je viens de vous dire, OK. Et quelles sont ses valeurs à cette personne? Bah, je sais pas, je la connais pas en fait vraiment, j'arrive pas à avoir de relation authentique avec elle ni profonde. D'accord. Donc c'est ce que vous voulez? Bah non, en fait, moi j'ai besoin d'authenticité et de profondeur dans mes relations, donc ça m'intéresse pas. Voilà, l'idée c'est de repenser un petit peu ce que vous fantasmez et idéalisez pour aller plutôt vers, bah, en fait, c'est quoi prendre sa place? Mmh, Parce que tout à fait. véritablement, souvent, les enfants hypersensibles ont énormément souffert d'un parent qui a pris trop de place. Donc, on parle de rapport de force et de domination au sein de la relation parent-enfant. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une idéalisation de ça, alors que finalement, un hypersensible ne veut pas prendre la dominance sur l'autre. Ce qu'il veut, c'est avoir un rapport égalitaire. Donc, Mmh. repenser cette notion de prendre sa place, c'est déjà le premier point. Je veux prendre ma place, mais comment? Je veux marcher sur les autres, je veux humilier, je veux quoi? Non, je veux plutôt être égalitaire, être dans un rapport où je peux parler sincèrement des choses et pas marcher ni piétiner sur les autres. Bien sûr, on peut avoir Mmh. confiance en soi et avoir une estime équilibrée sans marcher sur les autres et dominer. C'est juste pour vous donner un Oui, un exemple. exemple. Ouais. Ensuite, pour répondre à cette question, le deuxième point, c'est de déconstruire la croyance selon laquelle avoir de la valeur, c'est être bruyant. Là, on rentre vraiment dans la même chose. Euh, L'hypersensible va un petit peu fantasmer qu'en étant bruyant, en faisant du bruit, en prenant la place, en captant l'attention, en générant vraiment du mouvement autour de lui, c'est comme ça qu'il va avoir de la valeur. En fait, pas vraiment. Vous verrez que quelqu'un que l'on écoute le plus en général, c'est pas quelqu'un qui fait du bruit, c'est quelqu'un qui justement sait être à sa place, sait écouter, sait respecter les autres, et c'est là qu'en fait il y a un leadership naturel qui opère.
Ensuite, l'avant-dernier point, c'est apprendre à reconnaître et à accepter ses émotions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les émotions sont diabolisées, mais ça part déjà de la famille. Si vous avez eu un parent qui est dominant, mère ou père ou même les deux, la colère, par exemple, va être diabolisée. Il ne faut pas que je me mette en colère parce que sinon je vais prendre autant de place que ma mère ou mon père. Et comme moi, je me suis sentie apeurée, et bien surtout, il ne faut pas que je prenne cette place-là. Ou la Mm. tristesse, c'est pas bien parce que j'ai vu ma mère déprimée, mon père dépressif, et ça les empêchait d'avancer. Donc moi, il faut surtout pas que je sois dans la tristesse. Donc l'idée, c'est vraiment de déconstruire tout ce schéma pour apprendre à vraiment intégrer le fait que les émotions, c'est normal, ce sont des signaux, et vous n'êtes pas voué à souffrir de vos émotions toute votre vie. Par contre, ça doit vous traverser, puisqu'on est humain. Ouais. Et pour terminer, c'est bien sûr, comme je le disais tout à l'heure déjà, c'est de connaître votre fonctionnement. Il n'y a personne qui va chercher à connaître votre fonctionnement à votre place, en fait. Si vous ne le faites pas, personne va vous dire, bah voilà, tu fonctionnes comme ça, tu as tel besoin, telle valeur, donc maintenant, à toi de jouer. Non, 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 c'est à vous d'enquêter, en fait. Personne ne le fera pour vous. Merci Julia de nous avoir rappelé ça et justement que finalement tout ça, ça cache quand même des valeurs sous-jacentes et c'est important de se rappeler ses propres valeurs. Quel rôle jouent les relations interpersonnelles, on en a pas assez parlé, et les environnements de soutien dans la gestion justement de ce sentiment d'infériorité chez les hypersensibles? Bah, forcément, les relations interpersonnelles jouent un rôle fondamental, évidemment, puisque l'estime de soi, par définition, se construit en fait dans le regard. Alors, j'ai pas forcément envie de dire la mère, même si c'est souvent la mère, mais on va dire la personne principale qui s'est occupée de vous. C'est-à-dire que la Mm. manière dont véritablement la personne vous a regardé, c'est la manière dont vous construisez en fait votre estime de vous-même. Ça, c'est hyper important parce que souvent, j'aime poser cette question et du coup, bah, je vous en fais bénéficier. Souvent, je la pose en thérapie. Mais la question, c'est comment est-ce que tu as senti que ta mère t'a regardé? Est-ce que ta mère t'a regardé en te regardant toi ou est-ce que ta mère s'est regardée à l'intérieur de tes yeux à toi? Et ça fait vraiment toute la différence. Parce que si on a été regardé pour ce que l'on est, véritablement, et pas la projection ou l'extension des parents, ça change absolument tout. Parce qu'il y a ce fameux droit d'exister. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que bien entendu, si une mère ou un aidant naturel principal ou les deux aidants naturels, donc les parents, vous regardent et accueillent vos émotions et vous disent, bah effectivement, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être en colère, mais par contre, si tu es en colère, bah par exemple, tu vas dans ta chambre, tu vas crier. Parce Mm. que nous, quand tu es en colère, bah toute la famille le ressent. Donc tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'avoir de l'agressivité, mais il faut que tu trouves un sas de décompression, pour l'expulser. C'est autre chose que ah, t'es en colère, bah va dans ta chambre et t'es puni. Pas de repas, pas de Mm. dessert, tu vas dans ta chambre et on se voit demain. Point. Vous voyez, c'est vraiment une question de réaction. C'est-à-dire on crée notre propre identité dans le regard et dans le comportement que nos aidants naturels nous ont renvoyés. Donc forcément, si on est dans des contextes interpersonnels où effectivement on est renié dans les émotions, il faut se taire, il faut s'inhiber, etc., forcément, on va diaboliser cette partie de nous et la mettre de côté. Par contre, si on Ouais. est dans des environnements interpersonnels, pardon, où les émotions sont encouragées, l'expression de soi est encouragée, le respect de soi est encouragé, forcément la dynamique elle est beaucoup plus positive. Mm. Merci Julia de rappeler cette importance. On a une dernière question avant de regarder du coup les questions des personnes. Est-ce que l'hypersensibilité, elle peut interférer avec la capacité à se faire des amis ou à entretenir des relations saines? Et si oui, comment y remédier? Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, et je crois on avait déjà, Charlotte, fait un live là-dessus, Oui. mais il y avait un lien entre l'hypersensibilité et aussi le syndrome du sauveur Mm. chez les hypersensibles. Et en fait, effectivement, il y a des enjeux. Il y a des enjeux parce qu'un hypersensible, j'ai pas envie de dire par définition, mais c'est quelqu'un qui s'est suradapté toute sa vie. Donc forcément, dans les relations amicales, etc., il il peut y avoir des déséquilibres, dans le sens où l'hypersensible, de base, va toujours chercher la validation, va toujours chercher des signaux positifs chez son interlocuteur, puisque il a le sens du détail, le sens du stimuli, et il a des perceptions très accrues. Donc, même si ça n'a rien à voir avec lui, et qu'il sent son interlocuteur pas bien,
mal, l'hypersensible va le prendre pour lui. Et il va redoubler d'efforts pour permettre à la personne de transpirer, j'ai envie de dire, des signaux positifs. Donc, la béquille, en fait, de l'hypersensible à lâcher, c'est vraiment ce syndrome, enfin, ce sauveur, c'est-à-dire d'être dans une relation où il peut mettre de la distance, comprendre son fonctionnement et se dire que, ok, la personne qui est en face a ses propres challenges, ses propres émotions, surtout que tout le monde n'est pas à l'aise avec la verbalisation. Et souvent, au début, les hypersensibles vont chercher des personnes qui sont représentatifs de leur famille, donc vont aller vers des personnes qui sont pas forcément dans la communication. Donc ce syndrome du sauveur-là va les amener à redoubler d'efforts pour enfin avoir un retour positif. Et ça peut être une course sans fin parce que ça peut ne jamais advenir. Mm. Donc attention à ce syndrome du sauveur et attention effectivement à ne pas vouloir, entre guillemets, changer les autres au profit de voilà, ce besoin-là de validation, ce besoin de profondeur, ce besoin d'échange que tout le monde ne pourra pas, apporter. Et attention aussi à ne pas être dans ce rapport de force, pour vraiment privilégier des relations où vous pouvez être vous-même, dire des choses, être, voilà, dire non, dire oui, changer d'avis, mais sainement, sans avoir à vous faire du mal, en fait. D'accord. Merci Julia d'avoir déjà répondu à ces questions. Je vous invite, si certains ont des questions sur l'hypersensibilité, sur le sentiment d'infériorité, à poser maintenant vos questions. On a Julie qui a demandé, alors ça, c'est l'hypersensibilité, mais ça n'a rien à voir avec le sentiment d'infériorité. Tu diras, Julia, si tu es capable de répondre. Julie nous dit, difficile de trouver sa voie professionnelle et une relation de couple heureuse. Comment faire? Bah, de toute façon, la voie professionnelle et le couple heureux, alors ça dépend de beaucoup de choses, hein, puisque après le bonheur n'est pas linéaire, hein, le bonheur il est vraiment en montagne russe. Mais en tout cas, ce que je comprends là, c'est qu'il y a un besoin d'équilibre. Alors comme je disais, là aussi, l'équilibre, bah, c'est pareil, en fait, il va toujours se réajuster. Tous les mois, vous allez avoir besoin sûrement d'un équilibre différent. Là, pour moi, c'est vraiment de vous connaître, Julie, en fait. Déjà, il existe 9 piliers de vie. Et ces 9 piliers, en fait, il faut les réévaluer régulièrement pour savoir, OK, dans mes relations, je me sens comment en ce moment? Dans mon rapport à moi-même, je me sens comment? Dans mes relations sentimentales, au sein de ma famille, en termes de loisirs. Voilà, l'idée, c'est vraiment là de clarifier. Déjà, qu'est-ce que pour vous une voie professionnelle? Qu'est-ce qu'une relation de couple heureuse? Ça dépend de plein de choses. J'ai beaucoup parlé dernièrement là de, de la théorie de l'attachement aussi. Parce que si on se connaît soi-même, forcément, on connaît la manière dont on s'est attaché à nos parents et donc la manière avec laquelle on va chercher à s'attacher à l'autre. Et donc tout ça, c'est des fondements pour derrière se dire, ok, ben moi j'ai fait ce travail sur moi, je connais mes valeurs, je connais mes besoins, je connais mon fonctionnement. Donc maintenant que je connais ça, je peux aller vers une voie qui m'appelle professionnelle et je peux aller vers quelqu'un avec qui je serai pleinement moi-même. Mais Ouais, c'est un travail en fait. Voilà, c'est pas allez hop, j'ai un couple ouais. heureux et tout va bien et j'ai trouvé ma voie ad vitam aeternam. Non, c'est aussi d'accepter qu'il y a du mouvement. Donc je vous questionne Julie là-dessus. Est-ce que vous acceptez les mouvements, les changements dans votre vie ou pas? D'accord. Merci Julia. Alors, on a Oriane qui nous dit l'hypersensibilité dans le monde professionnel, on se fait souvent marcher dessus car on ne veut pas froisser les personnes en face de nous. Comment faire pour travailler là-dessus? Moi, je suis pas certaine que ce soit que dans le monde professionnel, mais je Mhm. te laisse me dire, Julia. Alors effectivement, là dans la sphère professionnelle, c'est un peu plus challengeant. Je vais prendre un mot positif, c'est un peu plus challengeant parce que il va falloir vraiment redoubler d'attention envers vous-même. C'est-à-dire que D'accord. déjà en temps normal, il peut y avoir une surcharge émotionnelle liée à tous ces stimuli et toutes ces perceptions, mais alors dans le monde professionnel, étant donné qu'il peut y avoir des personnes plus ou moins bien intentionnées, plus ou moins bien dans leur peau, et que vous ne choisissez pas les gens avec qui vous allez interagir tous les jours, l'idée, ça va être de vraiment très bien vous connaître pour pouvoir couper notamment vos émotions temporairement et pour pouvoir avoir des sas où vous pouvez les exprimer. Mm. C'est-à-dire que le fait de les couper et se dire, bon allez,
Là, j'entre en réunion pendant 2 heures, je me concentre juste sur la réunion. Je n'observe pas les comportements des autres, les regards des autres. Parce qu'au début, l'hypersensibilité, c'est ça en fait. C'est exister que par le regard de l'autre. Donc, c'est très difficile de s'en couper. Mais c'est vraiment d'avoir cette conscience, ok, je sais que j'ai cette fragilité, entre guillemets, là. Donc, je vais couper et focus sur un point précis. Là, par exemple, je suis en réunion, c'est sur ça. J'ai un entretien avec manager, c'est sur ça. Et vraiment, vous focus là-dessus pour oublier un petit peu tout le reste. Et derrière, comme vous aurez coupé, de réouvrir les vannes pour aller. Il y a des techniques vraiment psycho-émotionnelles pour vous accompagner. Il y a des huiles essentielles, des synergies aussi pour toujours être dans vos baskets, être dans votre énergie et vous préserver vous-même au profit de l'autre. Donc c'est vraiment ça, c'est une stratégie pour vous focus à certains moments, vous concentrer sur des points précis et derrière pouvoir faire circuler les émotions et les énergies et vous libérer surtout pour ne pas garder ça à l'intérieur de vous. Parce qu'en plus, sachez que quand vous êtes hypersensible, les personnes qui elles-mêmes sont en manque de sensibilité, j'en parle beaucoup sur le compte, etc., le compte cabinetpsy.julia Bouchinet, tout ce qui est emprise, rapport de force, manipulation, c'est entre guillemets plus facile tant que vous ne vous connaissez pas et tant que vous n'avez pas appris à détecter et à dire non. Vraiment. Et dans le monde du travail, c'est vraiment le cirque, quoi. C'est-à-dire qu'on voit de tout et de rien, et il faut vraiment être dans ses baskets et vraiment conscient à l'intérieur de soi. Pour pas C'est qu'on vrai, c'est vrai. puisse juste utiliser contre vous vos émotions pour dire bah voilà, tu vois, t'es trop sensible, tu crois que c'est un comportement qu'on doit avoir ça au sein des entreprises, tu sais pas gérer tes émotions. Voilà, surtout qu'on puisse pas vous avoir sur ce côté-là et ce penchant-là de vous qui déjà est une fragilité. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous si c'est votre cas et apprenez à vous comprendre que plus personne ne puisse retourner ces choses-là contre vous. Alors, merci Julia. Il y a aussi une question qui revient très souvent. Tu y as déjà partiellement répondu, mais je pense que c'est important de revenir dessus. On a Camille qui nous rappelle qui nous redit comment trouver un travail qui correspond à notre hypersensibilité. Est-ce qu'on n'en revient pas là à ce que tu avais dit déjà tout à l'heure, l'importance de bien se connaître finalement? Oui, et surtout, l'une des valeurs principales de l'hypersensible, c'est la liberté. Donc je pose ça là, ça peut être n'importe quel métier, mais de manière libre, c'est-à-dire que vous puissiez vraiment vous organiser comme vous le souhaitez, peut-être faire du freelance. Les hypersensibles sont des personnes qui sont très attentifs aux autres, donc un métier relationnel, un métier artistique, puisque c'est des grands créatifs, les hypersensibles, et aussi un métier de liberté, vraiment de liberté, où vous pouvez vous organiser comme vous le voulez. Puisque de toute façon, vous vous mettez déjà par définition la pression. Donc l'idée, c'est que si vous allez dans une entreprise où il y a énormément de pression, vous allez être une éponge émotionnelle en fait. Sauf si vous connaissez très bien, vous avez appris à dire non, stop et que vous connaissez vraiment énormément vos limites. Là, ce sera top, vous pouvez aller un peu partout. Mais en tout cas, pour utiliser vos potentiels, c'est vraiment l'artistique, la sensibilité, le rapport à l'autre. Mais il faut avoir travaillé tout ça, l'estime de soi, le syndrome du sauveur, connaître votre fonctionnement, vos besoins, vos valeurs. Et je vous assure que quand c'est fait, après, vraiment, vous connaissez mieux, en fait. Je dis pas que vous ne serez plus affecté par les émotions, que vous ne serez plus affecté à certains moments par les stimuli, qui sont vraiment, qui peuvent vous mettre la tête de tous les côtés, mais une fois que vous êtes ancré et stable et que vous avez une routine bien-être pour vous connaître, ça va beaucoup mieux, même dans l'aspect professionnel. D'accord. Merci Julia. Euh, on a Anka qui nous dit ma compagne s'excuse très rarement ou fait silence pendant plusieurs jours quand j'ose dire ce que je pense. Mmh. Qu'est-ce que tu vas dire à ça? Eh bien, alors ça peut arriver que parfois elle ne puisse pas parler. Sûrement, elle n'est pas du tout à l'aise avec les émotions. La question, c'est qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand votre compagne fait ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Je le rappelle ici, on avait déjà fait un live aussi avec Charlotte. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder tous les lives qu'on a fait ensemble parce que ça suit vraiment une logique. Et en fait, tous les sujets qu'on a traités avant, vraiment sont des détails de ce que j'évoque ici aujourd'hui et de ce dont on parle ensemble. L'idée, c'est qu'il y a 5 émotions principales. Il y a la peur, il y a la colère, la tristesse, le dégoût et la joie. Là, par exemple, Anne Kamat, Anne Kamat, je vais vous demander qu'est-ce que vous ressentez quand votre compagne, pendant plusieurs jours, ne vous parle pas.
est-ce que c'est plutôt de la peur qui camoufle un besoin de se retirer, de fuir en fait la peur, hein? C'est un sentiment d'être en danger, donc le besoin de se mettre à l'abri. Est-ce que c'est plutôt de la colère? Donc là, c'est quand ça cache un besoin d'être considéré, d'être entendu. C'est vraiment le sentiment de ne pas être considéré. Est-ce que c'est plutôt de la joie? Je ne pense pas, du coup, sinon vous n'en parleriez pas là. Est-ce que c'est plutôt du dégoût? Là, le dégoût, c'est un besoin de digérer des choses, vraiment d'emmagasiner, de digérer, ou est-ce que c'est plutôt de la tristesse? Et là, c'est un besoin d'amour, un besoin d'être réconforté et rassuré. Je vois une D'accord. petite réponse. Ça m'empêche de dormir, par exemple, ça me rend très triste. Voilà. Donc là, il y a de la tristesse. Donc la tristesse, c'est un besoin d'amour. Moi, je vous invite à regarder dans votre enfance, est-ce que vous avez un de vos deux parents qui n'était pas à l'aise avec l'expression, qui vous a empêché, entre guillemets, de vous exprimer et qui pouvait bouder, faire la tête, etc. Je suis en colère, silencieux, j'ai du dégoût. Ok, donc là, il y a pas mal d'émotions différentes. Ce sera bien de pouvoir les sortir parce que plus on contient, plus ça peut générer de la culpabilité aussi et de l'angoisse. Merci, merci Julia. On va faire encore peut-être deux questions. On a Olympe qui nous dit, est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que vous avez dit sur le sauveur? Oui. En fait, Effectivement. je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Karpman. En fait, dans le triangle de Karpman, c'est un triangle qui nous parle de relations qui sont déséquilibrées. C'est-à-dire que ce sont des relations dans lesquelles, au lieu d'avoir un adulte et un adulte, il y a un bourreau, une victime et un sauveur. Et en fait, très souvent, ce fameux triangle, on a été éduqué comme ça. À avoir, par exemple, dans le couple des parents, peut-être qu'il y avait un parent qu'on estimait être la victime, l'autre qu'on estimait être le bourreau, et en tant qu'enfant, voilà, on y arrive, hop, petit sauveur. Donc petit sauveur qui veut réunir les parents, qui veut aider ses deux parents, et qui du coup prend la responsabilité des parents pour les sauver. Eh bien, en fait, ce triangle-là se répercute dans les sphères relationnelles, puisque souvent, vous pouvez regarder autour de vous, il y a très peu quand même de personnes qui prennent leurs responsabilités d'adulte à adulte et qui disent ok, je reconnais mes torts, là j'ai eu tort, là j'aurais dû t'écouter, là j'aurais dû faire ça. Non, souvent ça ne se passe pas comme ça. Souvent c'est du reproche, c'est la faute de l'autre, il n'y a aucune remise en question, il n'y a pas d'action posée peut-être dans le sens de l'écoute de l'autre, etc. Donc le sauveur, en fait, c'est quand on a l'impression qu'il y a une victime ou qu'il y a un bourreau en face de nous et que du coup, cette personne a besoin de nous pour se sortir de ses propres problématiques. Donc vraiment, c'est très, très, très fréquent chez les hypersensibles qui, en fait, eux-mêmes n'ont pas été sauvés et finalement fantasment que de manière tout à fait inconsciente, en allant sauver une amie, un collègue, une mère, un père, peu importe, c'est vraiment réparateur inconsciemment de ce que eux n'ont pas pu avoir, ni de ce qu'ils n'ont pas pu bénéficier en termes d'aide quand ils étaient petits. Donc ça, c'est vraiment hyper important et surtout que ça se passe vraiment de manière très, très, très inconsciente et qu'à un moment donné, quand on veut sauver quelqu'un et que l'on n'y arrive pas, on peut détester aussi cette personne et on comprend pas pourquoi il y a tous ces changements de mais je t'aime tant, j'ai envie de t'aider, de te sauver, mais la personne en face ne veut pas bouger, c'est insupportable. Donc à ce moment-là, on a envie de tout envoyer balader et on voit bien qu'il y a du déséquilibre derrière. Parce qu'en fait, chacun est responsable de sa vie. Vous pouvez aimer, vous pouvez aider, vous pouvez écouter, vous pouvez être présent, mais sauver l'autre et le sortir lui-même de sa problématique, ce n'est pas possible. Pas sans des efforts de cette personne. D'accord. Merci, merci Julia. J'ai vu qu'il y avait une personne qui demandait si tu avais des livres à recommander. Est-ce qu'on pourra les mettre, Julia, tu sais, les épingler? Oui, bien Euh, sûr. c'était, c'était Michou. Ouais, Michou qui nous dit, pouvez-vous nous conseiller un livre à lire? Bien sûr, je, je répondrai soit à ce commentaire, soit sinon il y a un post aussi dédié avec les 5 livres que je recommande sur l'hypersensibilité. Et en tout cas, le premier, moi, qui a changé personnellement ma vie et que je recommande à toutes mes patientes, c'est vraiment trop intelligent pour être heureux. Donc c'est une question qui est posée. Trop intelligent pour être heureux et ça explique vraiment
tous les enjeux de l'hypersensibilité. Souvent, l'hypersensible pense être bête, nul, inférieur, etc. Et en fait, ce sont des personnes qui sont dotées d'une très grande intelligence. C'est juste que relationnellement, c'est tellement difficile de ressentir toutes les émotions des autres, plus les vôtres, plus percevoir tous les stimuli et capter tout ce qui se passe autour, qu'en fait, les hypersensibles se sentent bêtes. Et dans ce livre, si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, ça va vous faire beaucoup de bien. Parce que vous allez voir que vous avez une intelligence émotionnelle qui est très, très développée. D'accord. Merci beaucoup Julia. Et ben c'est Avec top, on a pu plaisir. répondre à pas mal de questions aujourd'hui. Ça a été assez équilibré entre les questions et les questions utilisateurs, donc c'est top. Merci beaucoup Julia. Je ne sais pas si tu avais un dernier message d'ailleurs, à transmettre sur l'hypersensibilité, le sentiment d'infériorité ou encore ton cabinet. Oui. Bah, merci Charlotte et merci à tous. J'adore ce format. Et effectivement, là, donc ça tombe très bien en fait ce live puisque les inscriptions pour le programme en ligne de 3 mois avec groupe WhatsApp, avec suivi des personnes par mes soins sont ouvertes. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 décembre. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez même réserver votre appel si vous avez la moindre question par rapport à ce programme dans ma bio. Et donc, je vais vraiment vous accompagner sur 3 mois pour modifier totalement votre perception sur vous-même, sur les autres et sur l'hypersensibilité en général. La promesse, c'est vraiment que vous ne verrez plus jamais l'hypersensibilité de la même manière. Et je vais vraiment vous accompagner sur tous vos challenges actuels pendant 3 mois en petit groupe avec d'autres femmes. Et voilà, l'idée, c'est d'en sortir beaucoup plus puissante. Ensuite, vous pouvez effectivement prendre rendez-vous sur psychologue.net si vous avez besoin d'une séance individuelle ou si vous avez besoin plus d'un suivi. Et moi, je le redis, hein, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui souffrent de leur sensibilité à se Ouais. comprendre, s'accepter, s'assumer et derrière s'affirmer grâce à l'assertivité parce qu'à partir du moment où vous culpabilisez, les autres peuvent appuyer sur cette fragilité. Donc vraiment, je le redis, vous connaître, ce sera la base. Et juste pour terminer ce live, si vous pouvez prendre quelques petites minutes de votre côté pour noter quelle est votre dernière victoire voilà, que vous avez posée il y a quelques temps, quelques jours, quelques heures. Ça peut être de vous avoir fait un compliment, d'avoir posé vos limites, d'avoir dit non, peu importe. Mais faites cet exercice pour clôturer le live. Et voilà, j'ai terminé. Merci. Donc merci à tous. Merci beaucoup Julia pour ta bienveillance et ton énergie. Bah, avec Merci. plaisir, merci à tous. Et puis surtout, suivez le compte parce qu'il y a beaucoup de posts qui pourraient énormément vous aider. Merci. Et Merci bonne journée Julia. à tous. Au Belle revoir. journée. Belle journée Julia. Je te laisse quitter avec la petite croix comme d'habitude Ça juste marche. au-dessus de toi. Merci, au Merci revoir. encore. Alors, je vois que Céline demande comment faire pour s'inscrire. Il suffit d'aller directement dans la bio de Julia. Je vais mettre son nom de compte directement dans le live, vous verrez. Donc, il vous suffira juste de cliquer. Son nom, c'est cabinetpsy.julia Bouchinet. Voilà. Alors, en tapant, je pense, cabinetpsy.julia, déjà, vous allez le trouver. Mais voilà, si jamais vous ne trouvez pas le nom du compte, n'hésitez pas à venir soit directement en message privé, je vous le transmets, soit vous verrez, il sera directement dans cette vidéo. Donc en cliquant sur la vidéo, en description, vous verrez directement le nom du compte de Julia et il vous suffira de cliquer. Voilà, merci à tous pour votre présence. Sachez, pour ceux qui sont encore restés, on a à peu près 200, il y aura 2 lives la semaine prochaine et il y en aura même, il me semble, à Noël, vers les alentours de Noël, on aura aussi 2 lives. Donc voilà, en décembre, on aura un peu plus de live que d'habitude et sur des sujets aussi d'actualité pour ceux qui notamment traversent des deuils aux alentours de Noël, aux périodes de fête. On sait que c'est pas une période de joie pour tout le monde et ça, on le prend en compte et on vous fera des lives du coup qui peuvent, vous pouvez vous sentir compris. C'est important pour nous. Merci. Merci à tous d'avoir été présents et ce jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine donc pour 2 nouveaux lives. Quel jour? C'est toujours les mardis et généralement quand je fais un deuxième live, c'est le jeudi, histoire de d'alterner parce que ça reste beaucoup d'énergie à transmettre
à écouter. Voilà, c'est de l'énergie un live, faut le savoir. Merci à tous d'avoir été présents. Belle semaine en attendant, profitez bien et portez-vous bien. Belle semaine à tous. Merci encore.